Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis Francesca Vicente. Vous écoutez Manager en scène, j'ai 14 ans d'expérience managériale et dans ce podcast, je vous partage défis et leçons apprises au fil de ma carrière. Bonne écoute. Aujourd'hui, je suis chez Citizen. Citizen, c'est l'entreprise qui m'accueille en mise en situation professionnelle dans le cadre de mon stage. Et j'ai envie de vous faire découvrir cette entreprise. Ma première rencontre, c'était en 2023 avec Nicolas. Et ensuite, après, j'ai rencontré donc Pedro. Et Citizen, c'est quand même les premiers à connaître mon projet pro, ma reconversion. Et je suis tombée amoureuse de cette entreprise. Alors, juste pour vous donner un ordre d'idée, donc chez Citizen, on dit, entre guillemets, changer les règles pour que la société gagne. Juste ça déjà, quelle résonance, et complètement, bien sûr, alignée avec mes aspirations personnelles et professionnelles. Je me suis reconnue dans les valeurs, la manière de fonctionner et dans cette volonté d'être disruptif, sortir du cadre. Un schéma de gouvernance que je trouvais qui était vraiment loin de la gouvernance traditionnelle, une vraie transformation organisationnelle. Ce que j'ai aimé aussi, c'est la relation équipe autour de dans nos échanges où j'ai pu aussi comprendre l'aspect responsabilisation et émancipation de l'équipe, puisque c'est ce que fait Citizen et de manière générale. Pedro, on joue la transparence. Pedro et Pierre sur d'autres certainement sites ou moments. Et Nicolas, vous êtes les fondateurs de Citizen. Alors, qu'essayez-vous d'accomplir et pourquoi dans ce domaine? Alors, je laisse la parole à qui veut. Qu'essayons-nous d'accomplir? Ce qui est paradoxal, du coup, c'est qu'on essaye de transformer les organisations, de les rendre plus innovantes, alors qu'à la base, on n'a jamais travaillé dans une organisation. Pedro pourra parler de sa vie et moi de la mienne, mais donc on s'est rencontrés dans le poker. Et donc, je suis passé d'étudiant à joueur de poker pendant 10 ans. Et donc, ce que j'essaie d'accomplir, c'est finalement de faire en sorte que les entreprises soient quelque chose d'utile, plaisante pour leurs collaborateurs dans un premier temps, et ensuite plaisante et efficace pour le monde dans un deuxième temps. C'est un discours qui est très à la mode en ce moment. En tout cas, nous, moi, j'ai évité l'entreprise toute ma vie, et j'y rentre un peu comme un pirate pour la transformer de l'extérieur. T'es un escroc, en fait, c'est un peu ce qu'on peut dire. Donc, t'as jamais été salarié d'une entreprise au sens propre, ça. Et en fait, ça t'a donné envie justement de le révolutionner puisque t'as pas eu envie, justement. Peut-être c'est ça. C'est ça. J'ai fait ma première annuité de CDI, de salaire. J'avais 30 ans, 32 ans. Ça fait loin, hein. Ouais. Ça ne rajeunit pas. Peut-être même plus, 34. Et en tant que directeur de ma filiale, du coup, du coup, je suis passé sur un régime CDI pendant ça a duré 1 an et demi, je crois. Et oui, ça va être un peu compliqué pour le plan retraite, mais on va essayer d'en mettre un peu de côté. Et voilà. Et donc, ce qu'on essaie d'accomplir, c'est de redonner du pouvoir aux équipes pour pouvoir réussir à entreprendre des choses et changer les choses dans un monde où les entreprises n'ont pas besoin de résoudre les problèmes d'il y a 5 ans. Peut-être même qu'elles ont même plus besoin de résoudre les problèmes d'il y a 6 mois. Ça change tellement vite qu'on passe de sociétés hiérarchiques, hyper spécialisées, qui savent très très bien répondre à des problèmes connus, à des entreprises dynamiques qui savent répondre à des nouveaux problèmes. Et pour ça, il y a besoin de tous les gens sur la ligne de front pour comprendre ce qui se passe et prendre des décisions nouvelles. Merci. Donc, c'était Nicolas. Pedro, je vais juste dire Salsa, jeu de stratégie, Trixis et Citizen. Explique-nous quand même. L'historique, moi, après mes longues études de bac plus 2 semaines, directement, j'ai monté mon école de salsa et j'étais prof de danse pendant une 10aine d'années. J'étais vraiment passionné. Et puis, en parallèle de ça, j'étais joueur professionnel d'un jeu de stratégie qui s'appelle Magic, qui est le jeu de stratégie de cartes le plus joué au monde en physique. Et je voyageais un peu partout pour faire des compétitions internationales. Et comme beaucoup de joueurs de Magic, vers 2008, j'ai commencé à jouer au poker et j'étais sponsorisé par Barrière et la Française des Jeux. À l'époque, Nicolas était sponsorisé par Winamax, le leader de marché, et on s'est rencontrés à ce moment-là pour faire des compétitions, voyager, on discutait, il m'a mentoré parce que lui, faire des bêtises aussi. Des soirées dont on se souvient plus de la fin, mais c'était très sympa.
Et lui qui était là déjà depuis 3-4 ans dans le milieu quand moi je suis arrivé, il m'a même mentoré un peu et on a fait pas mal de tournois ensemble. Et puis en 2012, on s'est dit que finalement, joueur de poker, c'était très sympa, très lucratif et que c'était vraiment un super métier, mais en grandissant, en vieillissant, en gagnant en maturité, on va dire, c'est plus joli. On s'est dit que enrobé. On pourrait. Ça dépend des gens. Il y en a qui maturent, d'autres qui vieillissent. Hein. C'est bon. On s'est dit qu'on pourrait faire quelque chose d'un peu plus utile pour la société et un projet d'entreprise est né. On a commencé à réfléchir à des systèmes dans le poker qui pourraient un peu améliorer la situation. On a pivoté, le marché était compliqué. On s'est retrouvé finalement à créer des serious games dans les entreprises après plusieurs pivots. Pour remplacer, soutenir, aider à la formation principalement. Dans notre premier petit succès, c'était un jeu de cybersécurité pour apprendre aux collaborateurs essayer d'avoir de meilleurs résultats que la formation classique à la cybersécurité. Et les gens devaient retrouver le hacker dans la banque qui était Génial. Sous l'emprise d'un hacker et tout en menant l'enquête, ils apprenaient toutes les bonnes pratiques de la cybersécurité. Donc ça a été notre premier petit succès. On a pu du coup en enchaîner pas mal. Et c'est là où Nico parlait de la filiale. On est devenu filiale d'un grand groupe de transformation digitale à Paris. Et de fil en aiguille, on a rajouté beaucoup de gamification, non pas que dans les jeux sérieux dans les entreprises, mais aussi dans les process, dans la gestion de projet, dans plein de choses. Et on s'est un peu spécialisé dans la gamification. Ouais, d'ailleurs, j'y viens, justement. Je vais venir sur les 3 terrains de jeu de Citizen. Donc, stratégie d'innovation, organisation humaine, gamification produit. Alors, concrètement, ça veut dire quoi? Je peux commencer par la stratégie d'innovation. Innovation, c'est un bien grand mot et donc c'est un mot valise qui veut tout dire et rien dire. Et stratégie aussi. Donc l'idée, c'est que souvent des nouvelles solutions, des nouveaux services, des nouvelles propositions de valeur sont imaginées, des idées, on pourrait le dire pour le dire encore plus simplement, par des collaborateurs ou des managers ou des directeurs, qui que ce soit. Et notre travail dans la stratégie d'innovation, c'est de dire, OK, est-ce qu'on sait vraiment dire à qui s'adresse ce produit ? Combien il devrait coûter, dans quel marché il devrait se lancer, par quoi on commence, comment on le construit, en partenariat ou tout seul, est-ce qu'on facture au début ou à la fin. Donc c'est passer d'une idée Oui, je vois. à un business. Oui. Et réconcilier le plaisir et l'envie de... Ça. Je rigole parce que tu sais que je t'ai posé 10 000 fois la question certainement. Qu'est-ce que tu fais exactement? Mais la question est légitime parce que le mot innovation, il fait très ronflant, pareil que le mot stratégie. Et elle est partout dans l'entreprise. Donc maintenant, il y a des combats entre les départements innovation, les métiers, les start-upers. Et voilà, et tout le monde. Donc ça veut juste dire réfléchir d'une nouvelle manière et trouver des nouvelles idées pour les clients. De manière très pragmatique, basée sur de la data et sans tout faire d'un coup et plutôt en mode itératif aussi. C'est un peu ça l'idée derrière. C'est de le faire de manière plus raisonnable, plus sage. Notre métier, c'est comme au poker, c'est de calculer les risques et de mettre les orteils dans le bain pour tester la température de l'eau. Donc comment est-ce qu'on pourrait tester une idée 10 fois plus vite pour avoir 10 fois plus de certitude avant d'investir petit à petit? C'est ce qu'on fait. C'est ça. Et le deuxième terrain, organisation humaine. Pedro, tu peux nous en parler? Oui, alors organisation humaine, c'est un peu comme innovation. C'est un très très vaste sujet qui veut tout et rien dire. Moi, la manière la plus simple que j'ai de le définir, après je donnerai quelques exemples, mais c'est essayer de remettre du bon sens dans les relations humaines et dans les organisations. Il y a eu énormément d'endroits dans les entreprises que j'ai fréquentées de près, de loin, mais sur le tard, c'est vrai. C'est qu'il y a trop de process à des endroits où il devrait pas y en avoir, ça devrait être plus souple. Et pas assez de process à des endroits qui sont critiques. Et aujourd'hui, on fait comme on a toujours fait. On s'adapte pas aux collaborateurs. Et donc, tous ces sujets-là, souvent, sont faits de manière, je dirais pas à l'envers, mais pas optimisée. Donc, pour les petites équipes, on peut imaginer des managers qui vont mettre trop de process alors qu'en fait l'équipe est petite, super agile et ça va aller super vite et ils vont pas trouver une expérience collaborateur intéressante. À l'inverse, dans les grandes équipes où les gens doivent collaborer, un processus devient obligatoire et des fois il en manque. Des fois il existe mais personne n'est au courant. Voilà. Il y a, ça te parle? Ça me parle absolument. Pas de polémique. On donne pas de nom. Tout ce qui concerne les super bonnes pratiques qui existent dans les meilleures startups les plus innovantes, dont les grandes entreprises n'ont aucune idée. Donc on va pouvoir amener un peu d'agilité là-dedans, de l'intelligence collective.
À l'inverse, il y a des gens qui copient sans comprendre ce que font des startups dans des grands groupes et ça foire complètement. Ouais, ça fonctionne pas. Des tentatives d'essayer de rendre l'entreprise plus agile, ça a été souvent mal compris. Quand on a parlé que c'était la mode il y a quelques années avec le super bouquin d'Isaac Gates de l'entreprise libérée, tout le monde a essayé sans savoir ce que c'était et ça a créé des catastrophes un peu partout. Les gens prévenaient pas quand ils télétravaillaient, quand ils posaient des vacances, c'était la catastrophe. Donc voilà, on essaie de trouver ce juste milieu entre libérer l'entreprise, mettre de l'agilité, mais pas n'importe comment. Il y a des règles qui sont très bien à transgresser. Il y en a d'autres où non, il faut faire très attention. Et voilà, ça peut parler aussi du cycle de vie RH, comment on onboard un collaborateur, qu'est-ce qu'on fait pendant toute la partie, on va dire, business as usual, et puis comment est-ce qu'on réfléchit l'après, un changement de poste, un départ à la retraite. Voilà, organisation humaine, c'est un peu, ça regroupe tout ce qui va toucher à l'humain, aux communautés, à l'entreprise apprenante et à la façon d'interagir entre les collaborateurs. Donc c'est tout l'aspect, moi j'aime bien ce terme-là, fonctionnel entre les acteurs. Voilà. Et d'ailleurs, tu as dit un mot à la fin qui est communauté. Je voudrais insister là-dessus. Nous, ce qu'on vient faire chez Citizen, c'est vraiment créer des communautés. Donc, vous nous dites, on veut que notre organisation innove plus. Probablement qu'on va monter une communauté autour de ça, où les gens qui ont envie de le faire ou qui soient dans l'organisation peuvent communiquer entre eux. Si on veut former les managers, on crée une communauté autour du leadership. Oui, c'est j'adore. un cri de ralliement, un logo, des événements, et ce qu'on veut, c'est qu'il y ait du lien dans l'entreprise et de l'engagement. Alors, outre, bien sûr, on fait des formations pour les managers pour leur apprendre les bonnes pratiques innovantes en termes de management, qu'ils puissent tester, qu'ils puissent trouver eux-mêmes leur style de management. Il y en a plein des excellents qui sont pas adaptés à tous les contextes d'ailleurs, donc c'est à chacun de trouver le sien. Mais une fois que c'est fait, une fois qu'ils sont matures, c'est la communauté qui va prendre le relais des managers et c'est eux qui vont pair à pair échanger pour progresser. Et d'ailleurs, vous pouvez interroger n'importe quel plus grand joueur d'échecs au monde, les meilleurs joueurs de poker du monde, les meilleurs dans n'importe quel domaine, ils vont tous vous dire la même chose. J'ai plus appris en échangeant avec mes pairs qui sont plus forts ou moins forts que moi, plus vite que si dans les bouquins, dans les cours, dans les vidéos, sur YouTube, partout. Vous prêchez une convaincue. T'es contre les podcasts, si je comprends bien. C'est bien un bon début. Mais après, il faut parler entre managers. Appelez-vous et c'est comme ça que vous allez progresser. C'est vrai. Et apprenez à dire j'ai un problème, je sais pas le résoudre. Qu'est-ce que tu ferais à ma place? Et ça, c'est une autoroute vers le succès, quelle que soit votre discipline. C'est vrai. Mais c'est aussi un peu l'objet de mon podcast, hein. Et enfin, la gamification. Alors? La gamification, c'est l'idée de mettre du plaisir là où il y en a pas, pour le dire simplement. En gros, on prend des mécaniques de game design et on va les implémenter dans un environnement de travail, dans un environnement non-jeu, mais nous, dans notre cas, c'est plutôt sur l'aspect de l'entreprise. Donc, partout là où les gens traînent la patte pour être compliant avec les process, pour remplir de la data quand ils n'ont pas envie, pour échanger entre les gens, on va implémenter des mécaniques qu'on va voler aux jeux de société, jeux vidéo, on va utiliser toutes ces mécaniques de game design et on les met dans des séminaires, dans des process, dans des réunions, dans tout ce qu'on peut imaginer où les gens ont un peu du mal et donc ils vont prendre du plaisir de faire. Le piège de la gamification, et c'est là où beaucoup de gens échouent dans leur tentative de gamification, c'est qu'ils font ça au feeling. Ils disent « Ah, moi j'aime bien la compétition, donc je vais mettre des points. » dans mes réunions ou dans mes trucs. Et en fait, ça marche pas du tout parce qu'il y a des gens qui sont pas du tout compétiteurs. Il y a des gens qui ont d'autres drivers internes. Donc, pour le réussir, nous, on essaye de prendre en compte tous les motivations des gens qui sont tous très différentes, d'en mettre un peu de chaque. Comme ça, on est sûr que tous les collaborateurs, même si vous avez une entreprise de 100 000 collaborateurs, tout le monde va y trouver un petit truc qui va le faire kiffer. Peut-être donner un exemple pour illustrer. Oui. Un des leviers de motivation, c'est la surprise, la diversité, que les choses soient pas tout le temps pareilles, répétitives et rébarbatives. Et donc, on a cet exemple qui est, pour prendre un exemple de jeu que tout le monde va peut-être connaître. Si vous ne connaissez pas, jouez à Zelda. Hein, ça, c'est le grand message de ce podcast. Il faut jouer à Zelda. Et donc, dans Zelda, il y a des objets qui sont des coffres. Et dans ce coffre, il peut y avoir quelque chose de plus ou moins rare, de plus ou moins excitant pour le joueur. Et donc, un ingénieur va se dire, OK, j'ai un coffre, donc je dois livrer un objet qui est dans le coffre. Et donc, je vais, vous entendez sûrement sur le marketing digital, enlever la friction, aller le plus vite dans les tunnels de conversion et sortir, tada, une épée. Sauf que le livrable, en fait, c'est pas l'épée, le livrable du coffre. Le livrable réel du coffre, quand on le regarde comme un game designer et pas comme un ingénieur, c'est la surprise. Le livrable, c'est qu'est-ce qu'il y a dans le coffre. Donc, quand on ouvre un coffre dans Zelda, on a de la fumée, une attente, une petite musique pavlovienne, et on révèle enfin que c'est une
épais ou pas. Et donc voilà, le but de notre travail, c'est d'utiliser ce genre de levier dans une expérience de collaborateur ou dans une expérience de client, que ce soit digital ou en physique. Hein. On l'a fait à la fois dans des parcours digitaux, dans des centres commerciaux, des parcours physiques dans des centres commerciaux, ou sur des expériences web, ou sur des CRM d'entreprise. L'idée, c'est comment est-ce qu'on peut faire en sorte que les gens aient un peu de fun là où il y en avait pas. Et pour gamification produit, c'est un tout petit peu différent de gamification humaine. On va gamifier des process, des réunions. Gamification produit, ça sera une app avec un jeu pour apprendre la cybersécurité. L'exemple que j'ai donné tout à l'heure, mais ça peut être aussi pour un de nos clients aux États-Unis qui avait du mal à remplir un peu les certaines compliance que lui demandaient les managers, quel objet était cassé, etc., qu'il fallait réparer. Ça crée des problèmes pour les stocks. Ben, on a gamifié l'expérience pour que les gens prennent plus de plaisir à très très vite répondre aux questions. Et ça peut être une app, ça peut être un jeu, ça peut être une page web, ça peut être voilà, plein de choses différentes. Voilà, mais moi j'ai appris tellement là en même pas un mois. Donc c'était très clair sur les 3 terrains. Et on s'adresse à qui? On s'adresse à quelle taille d'entreprise? Là j'ai entendu 1000 collaborateurs, 100 000. Alors, toute taille. C'est plus large que ce qu'on aimerait. Je pense que ce serait plus stratégique pour nous d'être hyper ciblés. On a beaucoup de clients qui sont des grands groupes, mais au final, on s'entend bien aussi avec les PME et les startups quand elles ont une certaine taille. Parce qu'à une petite taille, le stratégie, c'est le terrain des fondateurs. Et au passer une certaine taille, on peut commencer à se dire, on a réussi un coup ou deux, comment on passe à la vitesse supérieure. Donc, je pense qu'à partir de t'as une entreprise de 30 employés qui commence à dire j'ai réussi mais j'ai un blocage. Je sais pas comment aller à la monétisation, je sais pas comment changer de marché. Je sais pas comment m'organiser maintenant qu'on est plus que 8 et que on peut pas tous juste bosser et puis ça marche et qu'il faut faire circuler de l'information dans l'organisation. On va aider les petites entreprises à prendre les bons trucs des grosses. Et pour les grosses boîtes, on va plutôt les aider à prendre les bons trucs des petites et dire comment j'évite d'avoir 6 niveaux de validation. Parce que souvent, typiquement dans les grosses boîtes, alors c'est un cliché, c'est pas toujours vrai. Et heureusement, ça avance, mais on peut prendre 6 mois pour prendre une décision, demander à un cabinet conseil d'étudier, aller à gauche ou aller à droite pendant 6 mois. Sauf que dans le monde d'aujourd'hui, mettre 6 mois pour prendre une décision, c'est déjà perdu. Ouais. Donc la question, c'est comment on peut réduire ce temps à 4 semaines et prendre une décision presque aussi bonne en 10 fois moins de temps. Donc ça, c'est notre sujet. Puis pour les entreprises de taille intermédiaire, il y a sûrement de temps en temps des problèmes de management. Quand une startup passe de 10 à 30, il se retrouve un directeur qui fait aussi le management à 3 managers qui managent chacun 10 personnes. Là, on peut intervenir aussi dans ces cas-là. À partir de ce style de taille, on a aussi des startups ou des PME qui voudraient devenir beaucoup plus apprenantes, échange de savoir, capitaliser le savoir, créer des communautés. Donc voilà, c'est vrai que un peu par hasard, peut-être que 90% de nos clients sont des grands groupes, mais en réalité, les 10% du temps où on a bossé avec des startups ou des PME, on voit que ça fonctionne quand même très bien. Ouais. Je pense que notre spécialité, c'est un peu d'accompagner les sociétés dans les moments de changement de vie. Donc, le plus qu'une taille, c'est quand est-ce que ça change, quand est-ce qu'il y a un problème, c'est un problème d'innovation ou d'humain. Typiquement, par exemple, si on fait des accompagnements avec du coaching individuel ou du coaching d'équipe, ça peut commencer à une personne. Quand il y a un problème avec un produit, on a par exemple construit un produit pour une startup qui marche de mieux en mieux, qui s'appelle Angel Start. Je leur passe le coucou. Ils avaient 0 employé quand on a commencé. Ouais. Voilà. Donc tout est envisageable, mais la question c'est quelle est la valeur ajoutée du consultant. Si c'est du business as usual et on veut juste aller plus loin, on veut juste aller plus vite, plus fort, on n'a pas forcément besoin de conseils. Yes, ok. Alors, je voulais aussi revenir sur un point. D'accord, c'est que d'accompagner les entreprises, c'est ok, mais est-ce qu'on se l'applique à soi? C'est ça qui est aussi bien. Qu'est-ce que t'en penses? Alors justement, donc vous avez marqué des points, ça vous le savez, parce que je tiens à le souligner parce que c'est assez important de le dire. Mon onboarding a été vraiment top. Vraiment, en plus avec la méthode, je peux le dire, le management 3.0, avec les valeurs, etc. Et c'est vrai qu'avec, je le dis, mon jargon du carrelage, parce que voilà, moi j'étais vendeuse de petits pois, sans vouloir être péjorative. Donc j'arrive dans une entreprise, on parle d'innovation, stratégie, gaming, et puis donc forcément, vous avez fait bonne impression. C'est quoi? Alors, moi j'ai fait l'expérience, c'est positif. Vous marquez des points. Mais est-ce que c'est vraiment ce que vous vouliez? Donc, accueillir aussi les personnes comme vous m'avez accueilli moi. C'est quoi une expérience, collaborateur réussie pour Citizen? Tu pourras demander... Passe la main au DRH. Clairement. Tu pourras demander aux collaborateurs ce qu'ils en ont passé, est-ce qu'ils l'ont vécu comme toi, mais je pense que oui, on met un accent très particulier. En tout cas, moi, c'est une conviction hyper personnelle que j'ai. C'est que,
on manque pour faire un bon management, un bon board-banding, un bonne expérience collaborateur, on a besoin de faire du sur-mesure. Si tu fais la même chose pour tout le monde, ça marche pas. L'erreur typique des managers ou des dirigeants, c'est de dire, moi, j'adore ça. Donc, je vais le mettre en place pour mes collaborateurs, ils vont kiffer. T'as tout le temps la moitié de déçus. Enfin, tout le temps, la plupart du temps. Je prends un exemple tout bête, que j'ai rencontré encore récemment. Un manager qui dit, moi, j'adore les after-work, c'est la folie, donc je vais faire le after-work. Tout le monde va être content. Et en fait, il y a 40% de parents qui doivent chercher les enfants à 4 heures. Ouais, c'est mort vrai. pour eux. Ils sont hyper frustrés, ils se sentent exclus, ça marche pas du tout. Ceux qui adorent les week-ends au ski, les dirigeants de petites startups, ils offrent un week-end au ski à tout le monde, un week-end à l'année. Il y en a qui détestent ça, qui Le snowboard, c'est beaucoup mieux. Il faut faire du snowboard. On fera un week-end snowboard et pas ski. Ouais, je vois bien ce que tu veux dire. Et j'ai bien compris. Et l'idée, c'est quoi? C'est qu'il y a une solution toute simple à ce problème-là, que quasiment tous les gens que je connais tombent dans le panneau. Et il y a une solution très simple et gratuite. Il faut parler aux collaborateurs. C'est d'une simplicité enfantine. Tu leur demandes ce qu'ils kiffent. S'ils sont trop nombreux et que t'es dirigeant d'une boîte de 100 000 personnes, t'envoies des questionnaires en ligne. Ça se fait très bien avec des réponses fermées ou même des réponses ouvertes. Maintenant, t'as l'IA qui peut te synthétiser tout ça. Et là, tu vas savoir ce que la majorité de tes gens vont kiffer si tu veux mettre en place une bonne expérience collaborateur. Ne te l'invente pas, ne t'imagine pas que les besoins de tes collaborateurs, c'est les mêmes que les tiens. Que tu sois manager d'une équipe de 5 personnes ou dirigeant d'une entreprise de 200 personnes, c'est pareil. Il faut parler avec les gens, il faut leur poser des questions, de préférence en physique. Quand un manager qui a 5-10 personnes, c'est très facile de prendre un café avec eux une demi-heure par semaine. Moi, j'ai une technique très simple, je scripte plus les one-to-one. Maintenant, je dis alors comment ça va et j'écoute pendant 30 minutes. Et je parle plus, je pose des questions des fois quand la personne sèche et qu'elle a plus rien à dire. Mais globalement, c'est hyper simple et c'est un retour sur investissement qui est dingue. Parlez à vos collaborateurs. Si vous cherchez des excuses, il y a le jeu qu'on a fait dont tu parlais tout à l'heure, qui s'appelle les Moving Motivators, qui est issu du Management 3.0. Je recommande à tout le monde, vous pouvez le télécharger gratos online. Et c'est les 10 motivations intrinsèques les plus fréquentes en entreprise. C'est des petites cartes qu'on découpe, on les donne aux collaborateurs. Nous, on fait la même chose, on classe de nos préférés à nos moins importantes pour nous, le but, le sens, la curiosité, l'ordre, le statut, etc. Je les classe de mon préféré à celui que j'aime le moins. J'explique pourquoi j'ai mis cet ordre-là. Mon collaborateur fait pareil. Et à partir de là, j'ai un prétexte pour lui parler. Mais si vous êtes à l'aise, si vous entendez bien avec vos collaborateurs et que vous arrivez à le faire sans le jeu de cartes, c'est encore mieux. Oui, c'est vrai. On est sur ça me fait penser, j'avais lu et j'ai fait un post là-dessus, le 70% de ask et le 30% de tell quand tu es en face du collaborateur. Alors, on parlait tout à l'heure de des compétences et alors pareil, je reviens de ma caverne. Ici, on m'appelle la boumeuse. Je le dis. J'étais surprise, agréablement surprise de savoir que Citizen prêtait des compétences à d'autres entreprises. Alors, je dis ça parce que c'est tellement évident pour vous, parce que vous venez du milieu, et encore une fois, c'est aussi pour ceux qui ne sont pas du milieu et peut-être aussi peuvent être intéressés et comprendre comment ça fonctionne. Donc, comment c'est venu, et de deux, comment ça fonctionne. Effectivement, il y a deux modes d'intervention dans le conseil, l'engagement de résultat et l'engagement de moyens, on peut dire. Donc, l'engagement de résultat, c'est l'entreprise souhaite répondre à un problème où elle ne sait pas répondre, où elle n'a pas le temps de répondre elle-même. Donc, elle demande à d'autres personnes de trouver la solution. Donc, ça va être typiquement, est-ce qu'on ferait mieux d'aller sur tel marché? Qu'est-ce qu'on met dans notre roadmap produit? Est-ce qu'on a intérêt ou pas à cibler des gens plus jeunes ou monter nos prix? Voilà. Et donc là, on a allé chercher peut-être des données, des interviews sur le terrain et mettre en place une démarche de validation d'hypothèses qu'ils ont pas forcément l'habitude d'expérimenter parce que ils ont un produit depuis 10 ans, ils ont des chefs de produits qui savent faire des choses et qui sont pas forcément les mêmes que d'inventer un nouveau produit. C'est un prix fixe, ça, et c'est un engagement sur le résultat. Voilà. Et là, on s'engage sur un résultat. Le résultat peut être basique. Vous aurez un plan où il peut être chiffré. Vous aurez tel genre de revenu. Donc, ça dépend des missions. Avec un délai, une déchéance, etc. Voilà, tout existe dans le conseil. Et donc ça, c'est des missions d'intervention qu'on appelle nous forfait. Il y a un prix pour résoudre un problème et c'est notre problème si ça prend plus longtemps ou moins longtemps, mais on répond au problème. Et le deuxième engagement, c'est l'engagement de moyens, où là, on veut des capacités à faire. Et donc, on dit, par exemple, il me manque un chef de projet digital, c'est un classique, ou il me manque un designer qui pourra, là, pour le coup, faire de la conception parce que j'ai un produit nouveau, mais c'est un besoin qui est court terme. J'en aurai plus besoin dans 6 mois, 1 an. Donc, j'ai pas envie de recruter sur ce métier-là. Et là, on a quelqu'un qui va rejoindre votre équipe et qui va venir avec toutes ses connaissances de l'extérieur
et qui va apporter des compétences. Ouais. Par contre, il sera piloté Ok. par le client. Et donc, le client, ce sera lui qui s'engagera sur le résultat. Il va juste faire des jours. Ok. Si c'est bien, c'est tant mieux pour le client. Et si c'est Donc, pas bien, il c'est achète- de la faute ouais, du ça. client. Il achète la ressource, les compétences et c'est lui qui Voilà. drive. Comme c'est lui qui fait les manage, choix, c'est lui qui assume ses Oui. choix après. Alors, Nous, on s'assure juste que les compétences font sens Oui. et que notre consultant est content et que notre client est content et on fait du matchmaking dans ce cas-là, on est Tinder. Donc, tu m'enverrais pas moi faire de la gamification chez quelqu'un. Tu sais que c'est pas possible. Il faut que tu finisses ta formation. Peut-être, Déjà. pourquoi pas, dans 3 mois, c'est faisable. Déjà. Alors du coup, on a quelques collaborateurs ici. Alors on est combien en tout? Parce qu'il y a ceux que je vois et ceux que je ne vois pas peut-être. On est 8. 8. 8 et demi du coup avec moi. Parce que je suis... Ah oui, oui, ouais. Et demi. Et donc, On les aime tous sauf un. Et du coup, on va présenter au moins un qui voudra témoigner sans que, voilà, caméra ouverte et sans que vous ayez l'impression d'avoir une pression de votre part. C'est bon. C'est ok, il passe en conseil disciplinaire après l'interview, il n'y a pas de problème. Hein. C'est très transparent chez Citizen. Donc, on parlait d'expérience collaborateur et le mieux à même d'en parler, je pense que c'est l'équipe elle-même. Donc là, j'ai Dylan avec moi. Dylan, donc alors, qu'est-ce que tu fais chez Citizen? Bon, déjà présente-toi. Ce que tu fais chez Citizen et comment t'as connu Citizen? Alors moi, je suis Dylan Lacou, je suis consultant en innovation et en gestion de projet chez Citizen. Ça fait 1 an et demi que je suis arrivé. Du coup, qu'est-ce que je fais au quotidien? Je fais la gestion des gros projets en interne de Citizen. Mm-hmm. Donc pour des clients, donc c'est des gros projets de 6 mois à 1 an. Ouais. Et donc du coup, je gère et je donne du rythme à la mission. Ouais. Donc du coup, vraiment le rôle de chef de projet classique en cabinet de conseil. Et à côté de ça, je fais aussi de la régie pour un de nos clients. Et je suis project manager pour un de nos clients à peu près 4 jours par semaine. Et voilà. Parce qu'on parlait de la notion de régie, donc Dylan fait partie des compétences et des ressources qu'on va mettre à disposition des autres entreprises et peu importe la taille. Hein, et c'est ce que tu fais 3 jours, non je sais plus, 4 jours par semaine. Ouais. Exactement. Et c'est aussi une des spécificités de Citizen, c'est que en régie normalement c'est à 100%. Là, je garde quand même un rôle en interne pour des projets internes de consultant. Et à côté de ça, j'ai quand même 4 jours en régie pour emmener des compétences à une entreprise. C'est ça que j'ai adoré. Et c'est vrai que ça rythme aussi un petit peu la semaine, ça rythme aussi un petit peu la fonction, je trouve. Oui, clairement, ça donne beaucoup de rythme. Faut passer de beaucoup de sujets l'un à l'autre, mais c'est très plaisant. Et c'est très challengeant aussi. Et comment t'as connu Citizen? Alors moi, j'ai connu Citizen grâce à un collègue qui est Sébastien. Ouais. Il était employé chez Citizen et c'est lui qui m'en a parlé et qui m'a proposé de passer des entretiens avec les fondateurs pour le rejoindre. Donc, Et nous on travaille ensemble maintenant. Moi, je suis là 3 jours par semaine et je trouve que c'est hyper responsabilisant, je trouve, émancipé, j'adore. Et faut pas quand même oublier que le midi on joue aux jeux de société et ça c'est trop top. Citizen est une entreprise de gamification, donc c'est pareil logique qu'on aime jouer aux jeux de société. Alors moi, j'étais pas un gros gamer de base, mais j'étais obligé de m'y mettre. On le devient obligatoirement. On le devient. Donc tout ça, ils le sauront pas. En tout cas, merci Dylan, merci d'avoir parlé de ton métier et je suis ravie de travailler avec toi depuis ces Moi aussi, je suis ravie de t'avoir connu et de travailler ensemble. Merci. Merci beaucoup. Donc je continue en parler donc des entreprises, en parler des séminaires, en parler de leur stratégie. Ils vous font confiance. Est-ce que vous pouvez donner des noms, s'il vous plaît? Est-ce que c'est possible déjà? C'est pas tous. Secret. Il n'y a pas de secret. Ouais. Non, on travaille avec beaucoup d'entreprises connues du grand public, soit la Française des Jeux ou Barrière dans l'entertainment digital, Thales, Alstom dans l'industrie, dans la technologie, le Google, ministère des Armées. le ministère des Armées. C'est très varié. On a une spécialité dans l'entertainment, le digital, une spécialité dans tout ce qui sont les métiers de la mobilité, la voiture de demain, la ville de demain, entre autres. Et on ne sait pas trop pourquoi, mais les gens nous font confiance aussi dans le bâtiment et dans l'industrie, mais ça a l'air de bien marcher. Oui, l'innovation, ça passe aussi dans ces secteurs-là. Hein. Voilà, ce qui se passe, c'est qu'il y a 2 cas. Il y a des gens qui sont très en avance, par exemple, peut-être que là, on va pas citer les noms.
Mais il y en a des clients qui sont très en avance et qui ont compris que le métier de design, le métier de design de stratégie était intéressant et du coup sont prêts à mettre les moyens dessus et s'équiper. Alors qu'ils sont déjà très en avance, ils viennent chercher des compétences en plus. Et puis il y a ceux qui sont très en retard et qui ont compris qu'ils étaient en retard et qui ont besoin d'un cours de rattrapage. Et les deux sont bien et on aime bien faire les deux. On est plus challengé quand on a des très bons parce qu'il faut montrer qu'on a quelque chose de plus à apporter. Voilà. Ouais, sur la partie innovation et puis sur la partie management, on forme des managers au ministère des Armées. Ouais. On accompagne sur un peu tout ce qui est organisation humaine. Et il y a du très bon dans les ministères, il y a du très bon dans les armées, il y a du très bon dans le public, il y a du très bon dans les petites startups. Et donc l'idée, c'est d'essayer d'optimiser, de trouver un peu le meilleur de chaque partie. Donc voilà, c'est vrai que bon, les entreprises sont nombreuses depuis 4 ans et demi maintenant qu'on a monté Citizen. Et tu fais aussi, on l'a pas dit, mais tu interviens dans les écoles, il me semble. Oui, pour donner des cours de management innovant, enfin d'innovation managériale, même si le terme est un peu pas très bien choisi parce que les premiers prémices de l'innovation managériale, c'est dans les années 70, donc on peut plus trop appeler ça innovation, mais en tout cas, les bonnes pratiques du bon leader de demain, moi je l'aime bien l'appeler comme ça, le manager de demain, celui qui va arriver à intéresser ses équipes, à les motiver et à les rendre plus productives, avec beaucoup de bon sens. Et du temps investi parce que malheureusement beaucoup de managers sont énormément dans l'opérationnel, donc c'est difficile de dégager du temps. Mais j'en parlais tout à l'heure, si vous avez 10 collaborateurs et que vous passez 30 minutes avec eux par mois à discuter et leur demander comment ça va et leur laisser dérouler tous leurs problèmes, ça va vous prendre 5 heures par mois. Tout le monde, même quand on est opérationnel, a 5 heures par mois pour parler 30 minutes avec chacun de ces 10 collaborateurs. Et voilà, je pense que c'est pas si dur, c'est pas aussi compliqué que ce qu'on imagine d'être un manager qui a des équipes qui se défoncent. Je pense et qui prennent du plaisir. Je suis absolument d'accord. Et si on veut des noms, on travaille en partenariat avec 2 écoles en particulier qui sont Epitech et ESCP. Voilà, on a mis des noms. Et donc du coup, entreprise, start-up, ton entreprise de toute taille. Et si ils veulent trouver Citizen, où est-ce qu'ils vont? À qui est-ce qu'ils écrivent? Chez Pedro, il fait un très bon barbecue. Mon adresse, c'est le... Et le 06 de www.citizen.com, SYTIZEN. Oui. Donc on s'appelle comme ça parce que pour nous l'entreprise c'est la cité et les collaborateurs sont des citoyens et chaque voix compte. C'est comme ça qu'on imagine le monde de l'entreprise. Mais comme voilà, c'est l'écriture, voilà, faut faire un peu attention à pas se tromper. Mais sinon, vous pourrez trouver tous les contacts sur le site et puis sur LinkedIn, Nicolas Lévy et Pierre Canali. Oui. Eh bien, je vais conclure du coup. C'est la fin. Ça vous a plu? Déjà? Tu nous as pas dit si c'était bien avec Dylan. Je peux pas vous le dire, vous découvrirez. C'est secret, ok. Alors, je vais finir. C'est très important pour moi parce que pour le coup, vous m'aidez beaucoup, vous m'accompagnez. Donc, Pedro, c'est mon maître de stage, je le dis. Merci de m'accompagner. Merci de m'accueillir aussi au sein de Citizen. Donc, dans mon parcours apprenante, mes premiers pas d'entrepreneuriat. Bravo à tous les deux, fondateurs, présidents. Bravo d'avoir su intégrer les formes d'intelligence, que ce soit digitale ou technique aussi. Donc, ou l'humain dans le tissu même de l'entreprise, je trouve ça juste fou. Et c'est un petit peu ce que j'ai toujours rêvé d'une entreprise. Et aujourd'hui, j'y contribue un petit peu. Donc, merci. Enfin, merci pour votre engagement que je vois vraiment au quotidien parce que je suis là depuis 1 mois. Et je le vis vraiment. Et ce que je le dis, ce qu'ils disent, c'est vraiment vrai. Ça se passe vraiment comme ça. et votre détermination, allez, à changer les règles pour que cette société gagne. Merci beaucoup. À toi, merci beaucoup. Et merci d'être là en quelques semaines. Tu nous chahutes déjà beaucoup et c'est très bien. C'est ce qu'on attendait. C'est un grand plaisir. Merci. Donc, au revoir, Nicolas. Au revoir Pedro. Au revoir Jessica. Et puis je vous dis et puis je vous dis à la semaine prochaine. C'était Francesca Vicente. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à partager si ça vous a plu. À la semaine prochaine.